Après une longue et anxieuse attente, je viens de recevoir la copie de 2 lettres de toi du mois de janvier. Tu te plains de ce que je ne t'écris plus longuement. Je t'ai écrit de nombreuses lettres fin janvier. Peut-être te seront-elles parvenues maintenant. J'ai demandé au ministère des colonies la remise des lettres de ma femme, aussi bien de celles qui ne m'étaient jamais parvenues que celles qui ne m'étaient parvenues qu'en copie, ainsi que la remise des écrits que j'avais faits durant mon séjour à l'île du Diable, et pour lesquels chaque cahier de papier, numéroté et paraphé, page par page, m'était enlevé aussitôt son achèvement, avant de pouvoir recevoir un nouveau cahier. Tous les papiers écrits par moi à l'île du Diable ont été retrouvés et m'ont été rendus. Mais des nombreuses lettres de ma femme, non parvenues ou parvenues en copie, il n'a pu m'en être rendu que 4. Toutes les autres ayant été détruites. Sur l'ordre de Monsieur Lebon, alors ministre des colonies. Et puis, les sentiments qui sont dans nos cœurs, qui régissent nos âmes, nous les connaissons. D'ailleurs, nous avons épuisé tous deux, nous tous enfin, la coupe de toutes les souffrances. Tu me demandes encore, ma chère Lucie, de te parler longuement de moi. Je ne le puis, hélas. Lorsqu'on souffre aussi atrocement, quand on supporte de telles misères morales, il est impossible de savoir la veille où l'on sera le lendemain. Tu me pardonneras aussi si je n'ai pas toujours été stoïque. Si souvent je t'ai fait partager mon extrême douleur à toi qui souffrais déjà tant. Mais c'était parfois trop. Et j'étais trop seul. Mais aujourd'hui comme hier, arrière toutes les plaintes, toutes les récriminations, la vie n'est rien. Il faut que tu triomphes de toutes les douleurs, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles puissent être, de toutes les souffrances, comme une âme humaine très haute et très pure, qui a un devoir sacré à remplir. Sois invinciblement forte et vaillante, les yeux fixés devant toi, droit, vers le but, sans regarder ni à droite ni à gauche.
Je sais bien que tu n'es aussi qu'un être humain. Mais quand la douleur devient trop grande, si les épreuves que l'avenir te réserve sont trop fortes, regarde nos chers enfants et dis-toi qu'il faut que tu vives, qu'il faut que tu sois là, leur soutien, jusqu'au jour où la patrie reconnaîtra ce que j'ai été, ce que je suis. Mais ce que je veux te répéter de toutes les forces de mon âme, de cette voix que tu devras toujours entendre, c'est courage, et courage. Ta patience, ta volonté, les nôtres, ne devront jamais se passer jusqu'à ce que la vérité tout entière soit révélée et reconnue. Ce que je ne saurais assez mettre dans mes lettres, c'est tout ce que mon cœur contient d'affection pour toi, pour tout. Si j'ai pu résister jusqu'ici à tant de misère morale, c'est que j'ai épuisé cette force dans ta pensée, dans celle des enfants. Art 22. Le déporté assure la propreté de sa case et de l'enceinte qui lui est réservée, et prépare lui-même ses aliments. Art 23. Il lui est délivré la ration réglementaire, et il est autorisé à améliorer cette ration par la réception de denrées et liquides dans une mesure raisonnable, dont l'appréciation appartient à l'administration. Les différents objets destinés aux déportés ne lui seront remis qu'après avoir été minutieusement visités et au fur et à mesure de ses besoins journaliers. Art 24. Le déporté doit remettre au surveillant chef toutes les lettres et écrits rédigés par lui. Art 26. Les demandes ou réclamations que le déporté aurait à formuler ne peuvent être reçues que par le surveillant chef. Art 27. Au jour, les portes de la case du déporté sont ouvertes, et jusqu'à la nuit, il a la faculté de circuler dans l'enceinte palissadée. Toute communication avec l'extérieur lui est interdite. Dans le cas où, contrairement aux dispositions de l'article 4, les éventualités du service nécessiteraient, dans l'île, la présence de surveillants ou de transportés autres que ceux du service ordinaire, le déporté serait enfermé dans sa case jusqu'au départ des corvées temporaires. Art 28. Pendant la nuit, le local affecté aux déportés est éclairé intérieurement et occupé comme le jour par un surveillant. J'ai su, depuis qu'à dater de cette époque, les surveillants reçurent aussi l'ordre de relater tous mes gestes, tous les jeux de ma physionomie, et l'on peut concevoir comment ces ordres furent exécutés. Mais ce qui est plus grave, c'est que tous ces gestes, toutes ces manifestations de ma douleur, parfois de mon impatience, furent interprétés par Daniel, avec une passion aussi vile que haineuse, esprit aussi mal équilibré que vaniteux. Cet agent attacha aux plus petits incidents une portée
immense. Le plus léger panache de fumée rompant à l'horizon la monotonie du ciel était l'indice certain d'une attaque possible et provoquait des mesures de rigueur et des précautions nouvelles. On voit aisément combien une surveillance ainsi comprise, dont l'intensité haineuse se traduisait forcément dans l'attitude des surveillants, était de nature à aggraver le régime. Je ne connais d'ailleurs pas de supplice plus énervant, plus atroce que celui que j'ai subi pendant 5 années. Que j'ai subi pendant 5 années. D'avoir 2 yeux braqués sur moi, jour et nuit, à tous les moments, dans toutes les conditions, sans une minute de répit.